On accueille maintenant le docteur Céline Baïs. Bonjour à tous. Donc la question qui m'a été posée, c'est comment renforcer les compétences et les capacités des enfants et des adolescents, que ce soit pour consentir ou pour se garantir le consentement de l'autre. Et je n'ai pas de lien d'intérêt. Je vais vous engager à lire à lire le rapport parce que c'est très compliqué de donner toutes les informations que j'ai à donner et notamment les définitions sur le consentement en une diapo. Mais pour vous donner quelques informations, le consentement sexuel, il est décrit par les adultes et les adolescents comme un processus subtil et complexe. Le consentement sexuel, c'est une histoire de désir et de volonté. Et même si les deux éléments sont proches, c'est pourtant bien à distinguer. Dans le consentement sexuel, je le diviserai moi aussi en deux parties. Le consentement sexuel interne, donc l'acte mental, le ressenti, la réponse physique, un état d'éveil, une zone de confort, on est en sécurité, c'est le bon moment. Et le consentement sexuel externe, qui serait l'expression du consentement sexuel interne à son ou sa partenaire. Et ça peut aller de l'expression verbale directe, explicite, à l'expression, à la communication non verbale indirecte, avec tout le champ et tout le panel qu'il y a entre ces deux éléments. L'idéal, en effet, ça serait que le désir et la volonté soient en phase et la manière de l'exprimer à son ou sa partenaire soit orale et explicite. Cependant, une différence entre la théorie et la pratique. Quand on pose la question aux adolescents, est-ce que tu demandes à ta partenaire avant un rapport sexuel si elle est d'accord ? Ah oui, je demande. Mais qu'est-ce que viennent nous dire les études ? En fait, les études, elles viennent nous dire que le consentement ou le refus sexuel est le plus souvent non-verbal et indirect. Et qu'en plus de ça, il y a certains adolescents qui ont du mal à voir le consentement comme quelque chose qui peut changer, comme quelque chose d'évolutif. C'est-à-dire, certains viennent me dire « oui, mais elle avait dit oui ». Bah, oui, mais à tout moment, on peut retirer son consentement. Quels sont les facteurs qui vont influencer le consentement sexuel chez les jeunes ? Je vais commencer par les compétences psychosociales, mais je vais y revenir par la suite et j'ai toute une diapo puisqu'à mon sens, c'est vraiment un point fondamental. Je voulais parler aussi de l'éducation sexuelle et je ne peux pas m'empêcher de parler de la pornographie, puisqu'on sait que la sexualité des jeunes, elle est influencée par la pornographie et le consentement sexuel oral explicite, il est absent dans les films pornographiques. Les normes et les stéréotypes de genre, heureusement j'ai été aidée par les experts précédents qui ont parlé de cette question-là. Et en effet, je vais vous renvoyer à la culture du viol, à la zone grise, aux rôles qui sont attendus dans la société, chez les hommes et chez les femmes, les stéréotypes sociaux qui vont avoir une vraie influence sur le consentement sexuel. L'évaluation des capacités de discernement dans la sexualité, alors c'est une sous-question qui m'a été posée. L'enfant prépubère ne peut pas consentir à un acte sexuel. Il n'est pas capable d'accéder à un consentement interne. Il n'a pas le recul et la maturité pour prendre une décision éclairée concernant l'acte sexuel en lui-même. En France, la majorité sexuelle, elle est fixée à l'âge de 15 ans. À 13 ans, on considère aux yeux de la loi qu'un enfant n'est pas capable de discernement. Comment évaluer néanmoins les capacités de discernement dans le domaine de la sexualité ? Pour le coup, j'ai pu m'appuyer sur une revue de la littérature qui a été faite sur ce sujet. Et je pense notamment aux personnes qui pourraient avoir aussi un handicap psychique pour lequel parfois il faut évaluer les capacités de discernement dans le domaine de la sexualité. Et je vais juste vous citer les 3 grands points en fait, à retenir. Les capacités de discernement, elles vont dépendre des connaissances théoriques sur le sujet, de la compréhension du monde, de la compréhension de la différence entre les fantasmes et la réalité, mais aussi du caractère volontaire, c'est-à-dire la capacité décisionnelle, la capacité de dire non, la capacité de savoir se retirer d'une situation compliquée. En finalité, ça va mobiliser beaucoup de compétences psychosociales. J'en viens donc à mes fameuses compétences psychosociales.
Dans les préludes du rapprochement sexuel, il faut que les protagonistes en aient de nombreuses. Cognitive, avoir une bonne connaissance de soi, de ses limites, la maîtrise de soi, pour ne pas être emporté par ses pulsions. Faire des choix responsables, afin de ne pas se mettre en danger ou de mettre l'autre en danger. Avoir des compétences émotionnelles, sur comprendre et repérer ses émotions, mais aussi celles de l'autre. Du coup, avoir des capacités d'empathie. Sociale, de communication, d'écoute, de lien à l'autre, d'assertivité. Alors du coup, pour en revenir à ma question, comment renforcer les compétences des jeunes sur le consentement? Par la prévention, en fait, sur tous les facteurs qui vont pouvoir influencer ce consentement. Je n'ai pas parlé des plus petits et pourtant c'est indispensable. En effet, il ne faut pas les oublier. Il faut pouvoir les sensibiliser à l'égalité filles-garçons, mais aussi à leur apprendre à donner leur accord et à pouvoir donner leur désaccord. Comment on va faire en prévention primaire? On va agir sur les compétences psychosociales. Mon collègue, le docteur Lacambre, a pu vous parler de la boîte à outils de prévention, où toute une grande thématique est sur les compétences psychosociales. C'est un exemple parmi d'autres. Je n'ai pas pu mettre une liste exhaustive de tous les outils de prévention qu'on peut trouver, bien sûr, dans la littérature. Agir sur l'éducation sexuelle, sur la pornographie. Donc on voit que les choses, elles bougent un peu au niveau scolaire, puisqu'on va avoir un programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité au collège et au lycée. Et en effet, on attend de ça. Pour vous donner aussi d'autres exemples, j'ai ma collègue Armelle Aka qui a construit un guide EVARS à destination des parents avec beaucoup d'ouvrages à l'intérieur pour permettre d'aider les enfants, d'aider les enfants et d'accompagner les parents sur l'éducation à la vie affective et relationnelle. J'ai parlé dans mon rapport On s'exprime et je trouve ça aussi très très bien. Je vous engage aussi à regarder sur Internet, parce qu'Internet, en fait, c'est une mine d'informations. Et sur le consentement, si vous ne l'avez pas vu, le consentement et la tasse de thé, vraiment très très bien. Agir sur la déconstruction des stéréotypes de genre. Alors, vous avez des choses pour les plus petits et pour les plus grands. J'ai cité Maître Lucas, mais aussi pour les plus grands, le programme Lumni Sexto Tuto. La prévention secondaire, elle serait un petit peu plus spécifique des populations à risque. Ça serait par exemple les personnes qui auraient des faibles compétences psychosociales ou qui évolueraient dans un environnement socio-familial défavorable avec par exemple des stéréotypes de genre forts. Et là, on voit que tout ce qui a été fait précédemment en prévention primaire prend encore plus son sens en prévention secondaire. La prévention tertiaire, j'ai voulu vous citer l'exemple du groupe de psychoéducation sur vie affective et sexuelle. C'est un groupe qu'on a monté au CRIAVS LR. C'est un programme de psychoéducation qui se compose de 10 séances en fait reproductibles. Et l'objectif de ce programme, c'est d'améliorer les compétences de savoir, savoir-être et savoir-faire dans le domaine des relations affectives et sexuelles et trouver des solutions alternatives à la violence. La prévention tertiaire, ça serait par exemple pour des adolescents auteurs de violences sexuelles. Et en effet, ce groupe, il est en activité au CRIAVS LR depuis 2017. J'ai bientôt terminé. La prévention quaternaire, c'est vraiment avoir un impact sur le système. Alors, on peut en avoir un impact de plein de manières. La formation des éducateurs, des enseignants sur le consentement, mais de manière plus large, sur tous les éléments qui pourraient influencer le consentement. Toucher les activités extrascolaires, la famille, vraiment pour avoir une approche collaborative, la société, pour majorer l'impact des messages sur les jeunes. En conclusion, la promotion du consentement sexuel chez les jeunes est une priorité éducative et sociétale essentielle pour prévenir la violence sexuelle et favoriser les relations respectueuses. Cela va nécessiter une mobilisation collective. Une compréhension et une application claire du consentement sexuel diminue le risque de traumatisme associé à des expériences sexuelles non consensuelles et participe ainsi à la santé sexuelle globale. Comme vous l'aurez compris, la prévention est indispensable. Et je vous remercie pour votre attention. J'ai juste pas pu faire la liste. Je suis sûre qu'il y a plein de gens ici qui montent des programmes de prévention. Il y a plein de choses sur Internet. Il y a plein de choses que vous allez retrouver dans mon rapport. Mais vraiment, désolée si ce que vous avez fait n'est pas disponible dans mon rapport. Je n'ai pas pu tout lister, mais il y a vraiment des choses très intéressantes sur Internet. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour effectivement votre rapport qui est très complet et pour votre intervention. Je crois que vous n'avez pas cité de mémoire les programmes de développement des compétences psychosociales probants, puisqu'il y a eu une revue de littérature là-dessus. Je voulais savoir si vous aviez identifié parmi ces programmes un programme qui aurait été validé en matière de diminution des violences sexuelles, parce qu'on voit que c'est souvent sur les violences et plutôt la santé sexuelle côté IST. Alors, est-ce que vous en avez un? Alors c'est vrai que j'ai oublié de vous dire que ça serait bien d'évaluer les programmes qu'on met en œuvre, et c'est ça qui pêche un peu pour l'instant. Je sais que par exemple pour la BOTE, c'est en cours d'évaluation, mais on n'a pas encore les résultats puisque c'est en cours, et à ma connaissance pour l'instant, j'ai pas retrouvé un programme évalué sur les compétences psychosociales, et ça serait vraiment super, et il faut qu'on fasse des progrès de ce côté-là. Ok, merci beaucoup. Et en ce qui concerne un peu justement, vous parliez d'engagement un peu collectif autour de ces sujets. J'aurais 2 questions sur la mobilisation d'acteurs, donc autres que l'école, parce qu'on a déjà beaucoup parlé d'école. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas nécessité d'investir beaucoup plus le périscolaire? Est-ce que c'est pas peut-être une autre démarche que celle de l'école, du temps scolaire et de la complexité que c'est à additionner sur le temps scolaire des choses? Est-ce que le périscolaire, on pourrait le mobiliser et comment? Un peu pareil sur l'extrascolaire, on pense au milieu du sport par exemple. Et de manière plus large à cause du numérique et du vecteur numérique, est-ce qu'on peut mobiliser, vous pensez en tout cas, les acteurs du numérique et de l'audiovisuel pour que l'espace du numérique devienne lui-même un espace d'apprentissage du consentement? Alors oui, c'est ce que je disais, mobiliser la société dans son ensemble, et vraiment le numérique, évidemment, c'est ce que je dis, c'est vraiment quelque chose qui peut toucher les jeunes, et ça j'en parle dans le rapport, en disant que tous les messages sur Internet, vous pouvez trouver le meilleur comme le pire, mais on peut trouver le meilleur, et il y a tellement de super programmes de prévention et qui sont vraiment à destination des enfants, et d'ailleurs les professionnels peuvent tout à fait se saisir du numérique pour justement être auprès des enfants avec un outil en plus que les enfants aiment utiliser, bien sûr en respectant les temps d'écran, comme l'a dit mon collègue, évidemment. Pour ce qui est du périscolaire, de l'extrascolaire, j'en parle, oui, bien sûr, ça serait vraiment bien de toucher en fait, les intervenants qui sont auprès des enfants, quels qu'ils soient, en fait. Comment faire pour qu'ils soient peut-être plus partie prenante? Alors peut-être qu'ils sont en fait partie prenante. Moi, je pense que les mentalités, elles sont en train de changer, que évidemment, ça met du temps, que ça va peut-être pas assez vite, mais que en finalité, c'est en changeant nos mentalités d'adultes aussi qu'on va imprégner les plus petits. Donc, je pense que c'est en cours. Ça va peut-être pas assez vite, mais je pense que c'est en cours. Voilà. Une autre question de la commission, et puis après. Merci beaucoup. Toutes ces 2 journées, nous avons beaucoup parlé de l'impact négatif de la pornographie dans la constitution du développement psychosexuel. Comment envisagez-vous de travailler sur ces éléments concrètement, la pornographie, c'est-à-dire comment est-ce que vous l'intégrez dans les programmes de prévention? Est-ce que vous travaillez directement sur les images proposées par les vidéos? Comment vous travaillez avec ça, et quel type de recommandations vous pourriez faire? Alors, les études nous disent, et elles sont très claires, que les jeunes regardent de la pornographie, et ils en regardent tôt, puisqu'il y a même une étude de 2005 qui vient dire que la première exposition à la pornographie, c'est entre 8 et 13 ans. Donc ça veut dire que ça peut être aussi très très tôt. Alors je ne pense pas qu'il faille travailler avec les images pornographiques auprès des enfants. Ils n'ont pas besoin de nous, je pense, pour aller les regarder. Je pense qu'ils sont largement assez autonomes par rapport à ça. Par contre, il faut qu'on arrive à les prévenir. Il faut qu'on arrive à leur dire ce qui existe, ce à quoi ils peuvent être confrontés, pour que ça ne soit pas que le seul message. En fait, la problématique, moi, je trouve actuelle, c'est que pour l'instant, on a l'impression, ou en tout cas les jeunes qui viennent me voir, viennent me dire, parce que j'ai une consultation où je reçois des ados, certes qui ont commis des infractions à caractère sexuel, mais des ados quand même, et qui viennent me dire, mais moi, c'est comme ça que j'ai compris comment ça fonctionnait. Et si on n'a pas autre chose à leur dire, il n'y a que ça pour eux, il n'y a que ça qui existe, et ils en font leurs normes. Donc j'aurais plutôt tendance à dire, c'est de les prévenir, que ça peut exister, que la sexualité, c'est
heureusement pas que ça, et d'ailleurs c'est pas que ça, parce que souvent ils viennent dire que ça ressemblait pas vraiment à ce qu'ils avaient vu, même s'ils ont essayé de reproduire, les études aussi le disent, qu'ils sont vraiment influencés dans leur sexualité par rapport à ça, mais c'est plus leur expliquer en fait qu'il y a vraiment autre chose que ça. Je sais pas si ça répond aussi à votre question. On prend une autre question. Oui, bonjour. Mathieu Le Tourneur, je travaille pour une association qui s'appelle Juristes pour l'enfance. Ouais. Nous, on est assez concernés par cette notion de consentement qui nous paraît quand même assez problématique, et je remets peut-être en cause certaines idées reçues ici. Le consentement, donc on est des juristes, le consentement, c'est savoir dire non, voilà, s'opposer, c'est très bien, mais c'est aussi savoir dire oui. Et donc ça implique qu'on apprend, et c'est dans le programme d'éducation à la sexuelle très tôt, dans ce programme-là, dès la maternelle, on apprend le consentement aux enfants. Et pour tout le monde, ça veut dire qu'on apprend à l'enfant à dire non, mais en réalité, ça apprend les deux, ça apprend à dire oui et à dire non. Or, nous, on se pose vraiment cette question, à quoi est-ce que l'on veut que l'enfant dise oui quand il s'agit de l'éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle après. Pour nous, c'est quelque chose qui est assez inquiétant, bien que cette notion soit une belle notion, qu'elle soit très importante, notamment à l'âge de l'adolescence et à l'âge, évidemment à l'âge adulte. On a un vrai problème à l'appliquer aux enfants, puisqu'ils pourront dire non, mais ils pourront aussi dire oui. Alors, quand vous dites enfant, vous parlez d'enfants de quel âge du coup? Parce que j'espère que les enfants, parce qu'on est enfant jusqu'à 18 ans, vont à un moment donné être d'accord dans un échange avec l'autre, absolument. Mais que l'autre aussi soit d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Non, absolument. Ça. Et la question de l'âge est effectivement très intéressante. Ouais. Simplement, tout à l'heure, une intervenante parlait de la nécessité pour l'enfant d'avoir des interdits et des limites. Est-ce qu'il ne faut pas combiner cette éducation au consentement éventuellement avec des interdits avant un certain âge, jusqu'à un certain âge, pour accéder dans cette autonomie vers l'expression d'un consentement, tout en étant protégé durant une période durant laquelle il ne peut pas y avoir de relations sexuelles? C'est pas simple. Alors, je comprends votre question, c'est-à-dire que vous aimeriez qu'on mette une limite d'âge en dessous de laquelle il n'y a pas de rapport sexuel avec pénétration. Est-ce que c'est ça votre question derrière? On s'y approche et il y aurait peut-être des nuances à apporter, mais oui, on va dire que c'est ça. Alors moi, je pense que chaque enfant évolue à son rythme, et je me suis positionnée clairement pour l'enfant prépubère. Je crois que ça répond en fait à une partie de votre question. Après, une fois qu'on est dans la puberté, qu'on a même passé sa puberté, je pense que ça renvoie au discernement qu'on a par rapport à la question du consentement sexuel. Est-ce qu'on a les capacités, au moment où on est, de pouvoir raisonner avec ce qu'est la sexualité, dans ses connaissances, dans sa compréhension, dans sa capacité de dire oui ou non? Et je trouve que ça serait compliqué d'y mettre un âge. Mais vous avez déjà mon idée d'âge sur l'enfant prépubère. Je ne l'envisage... Enfin, voilà, moi je me positionne comme ça. J'espère que d'autres se positionneront avec moi de la même manière. Pour moi, voilà, on n'a pas à être... Enfin, il n'y a pas de... L'enfant prépubère n'est pas dans l'idée de la sexualité telle qu'on l'entend adulte, acte sexuel avec pénétration. Ça répond, je pense, quand même à votre question, j'espère. Peut-être une dernière question là-dedans. Est-ce que vous ne pensez pas du coup qu'il serait intéressant, du point de vue juridique, d'affirmer cette impossibilité de donner un consentement? Puisqu'évidemment, dans les relations mineures majeures, c'est évident que ça n'est pas possible, mais la question réside là dans les relations entre mineurs. Ok. Voilà. Alors, pas tout le monde fait sa puberté au même moment. Alors, c'est aussi compliqué de répondre à cette question. Ça veut dire mettre tous les enfants comme s'ils allaient évoluer au même niveau et au même rythme. Et ça serait un peu compliqué, je trouve. Il reste 30 secondes. Donc je vais faire très vite. Bonjour, Marie-Laëlle Eteya. J'ai eu l'occasion de participer à un forum philosophique où j'intervenais justement sur le consentement dans le soin, et je pense que c'est important de revenir à la définition étymologique du consentement, qui justement sera très éclairante, puisque ça vient des racines latines cum, avec, près d'eux, et sentir, éprouver, ressentir. Et donc, il y a vraiment la dimension relationnelle et sensible, elle est au cœur du consentement, puisqu'il s'agit
d'éprouver avec quelqu'un, d'être de même sentiment qu'eux, de partager le même sentiment. Oui. Et donc, ça remet pas mal de choses en question et à leur place. Alors, ouais, c'est ce que je vous disais. Il va falloir lire le rapport. C'est parce qu'en effet, définir le consentement en une diapo, j'ai pas pu, mais j'espère en parler un peu plus longuement dans le rapport que j'ai fait. Mais je vous rejoins. Merci beaucoup. Merci.